Alors, si on pouvait mettre les slides sur le grand écran. Donc, bonjour à tous et merci d'être tous venus vous lever ce matin pour remplir à bloc cet amphithéâtre. Ça me fait très plaisir. Donc, on m'a demandé en fait il y a 2 semaines de faire la keynote. J'ai dit oui. Et puis après avoir dit oui, je me suis dit de quoi je vais bien pouvoir parler. Ouais. Donc, c'était un peu une vraie question. Et j'ai réfléchi un peu. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'avais contribué, j'étais dans l'équipe d'organisation de la première Nuit du Hack. La première Nuit du Hack, c'était il y a 15 ans, c'était en 2003. On était une vingtaine dans un cybercafé à Paris. Il y avait des conférences, il y avait des challenges. Et donc je me suis dit, peut-être qu'on va leur parler de sécurité, on va leur parler de hacking, et on va essayer de voir qu'est-ce qui a changé. Est-ce qu'en 2018, on est plus sécurisé qu'en 2003 ou même qu'en 88? Pourquoi 88? C'était pas il y a 15 ans, c'était il y a 30 ans. En 88, c'était un peu le premier événement de sécurité d'importance sur Internet. C'était le verre de Maurice. Donc, un jeune de 22 ans qui avait envoyé un verre sur l'ancêtre d'Internet et qui avait fait tomber une grande partie du réseau. Donc, tout d'abord, un petit warning. Donc, ça, c'est le seul slide qui sera en anglais, pardon. Le reste sera en français. Ce que je vais dire là, c'est surtout un peu des idées que j'ai, des opinions personnelles. Donc c'est très débattable. Donc voilà, on pourra en parler après si vous voulez. Mais c'est très personnel. Donc voilà, donc je me suis un peu intéressé au progrès réalisé en 30 ans. Et je me suis dit, ok, on va regarder le verre de Maurice par exemple. Donc le verre de Maurice, il exploitait par exemple une faille sur une interface de management des ordinateurs HP. La faille, comme vous le voyez, était très simple. On donnait un en-tête connexion contenant 29 lettres A majuscules, par exemple. C'était un buffer overflow, donc un dépassement de tampon où on pouvait écrire au-delà d'une zone mémoire allouée, très classiquement, pour écraser une autre variable. Cette variable disait est-ce qu'on est authentifié ou non. Si elle est différente de 0, c'est le cas si on écrit un A dessus, elle est différente de 0, donc ça veut dire true, ça veut dire oui, on est authentifié. Donc, on passe. Et ensuite, je me suis intéressé à une faille plus moderne, et je me suis dit en 2017-2018, qu'est-ce qu'on peut trouver comme faille? J'ai trouvé celle-là. Et donc, c'est encore un buffer overflow, mais finalement, on voit que c'est beaucoup plus complexe. Il y a de l'hexadécimal, il y a des pointeurs, ça a l'air compliqué, hein, donc c'est assez intéressant. Je me suis dit, ok, je vais pouvoir faire une keynote sur le sujet, je vais pouvoir dire, en 30 ans, finalement, la sécurité a énormément progressé. On a réussi à rendre les exploits, peut-être pas encore impossibles à réaliser, mais beaucoup plus intéressants. Donc j'étais content, ma keynote allait pouvoir se faire. Et puis, j'ai réalisé qu'en fait, je m'étais trompé. Donc, déception. En fait, la première faille, j'ai confondu, elle date de 2017. Donc en 2017, oui, effectivement, on exploite finalement un buffer overflow de cette manière-là sur une interface de management qui donne en fait l'accès complet, c'est une sorte de backdoor par défaut sur les ordinateurs HP, sur les serveurs, qui donne un accès complet au système principal. Et évidemment, la deuxième faille, c'était le verre de Maurice. Donc là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, quoi. C'est quand même bizarre. En 30 ans, on simplifie l'exploitation du buffer overflow. Alors, je troll un peu, évidemment, on a mis plein de mitigations. En réalité, c'est devenu plus compliqué, mais quand même, dans le fond, est-ce que ça a vraiment changé? Alors, du coup, je me suis un peu intéressé à Maurice et j'ai vu qu'il avait un papa qui s'appelait aussi Maurice, forcément, mais qui avait le même prénom, Robert Maurice, et qui était Chief Scientist à la NSA et qui avait édicté 3 règles d'or de la sécurité informatique à l'époque. Ces 3 règles d'or, vous les connaissez peut-être, c'est 1, ne pas posséder d'ordinateur, 2, ne pas allumer un ordinateur, et 3, surtout ne pas utiliser un ordinateur. Et là, en 2018, donc la faille dont j'ai parlé sur HP a été publiée par Synactive, sur la base de recherche d'un chercheur de Synactive et d'un chercheur d'Airbus, et à ma connaissance, les recommandations qu'il y a dans cette advisory, c'est ne pas connecter ILO, donc le service vulnérable, à votre réseau, si le ILO finalement n'est pas utilisé.
et ne pas exposer cette interface silo à un réseau qui ne serait pas de confiance. Donc là, j'étais crushed parce que finalement, ça veut dire que je ne peux pas faire un talk parce qu'en fait, les recommandations en 2018, c'est finalement les règles d'or de Maurice de l'époque. Il faut débrancher tout. Alors j'ai quand même investigué un peu plus, j'ai regardé d'autres failles. Donc j'ai vu que finalement, on pouvait hacker des choses maintenant, de nos jours, avec des one-liners de manière assez simple. Donc Shell Shock en 2014, c'était une ligne, on avait un accès Shell, parfois route distant. Puis en 2018, en fait, j'ai pris un site web d'exploits et j'ai regardé les 5 premiers exploits qui donnaient, donc très récents. Sur les 5, il y en avait 2, les 2 en dessous qui sont des one-liners. Et ce qui est inquiétant, c'est que d'une part, c'est des failles qui datent, connues. Donc la faille SSH, la ligne du milieu, c'est une injection de commande bash dans un username SSH. Une injection de commande bash, ça devrait plus exister, ça existe. Et celle d'en dessous, c'est un directory traversal. Donc on met point et on accède à une liste de sessions, par exemple. Donc c'est tout simple et ça existe encore. Et ça existe sur quoi? Dès le MC Recover Point, c'est finalement quelque chose de sensible, c'est des backups. C'est pour sécuriser son réseau. Cisco, ça fait de l'infrastructure réseau, ça fait du firewall. Donc tout ça, c'est des choses sensibles. On pourrait penser qu'on essaie de le sécuriser. Eh bien, pas forcément. Pas forcément. Du coup, pourquoi? Voilà. Donc là, j'étais en panne. Alors, je ne vais pas expliquer toutes les raisons de pourquoi on peut encore faire ce genre d'attaque. Et puis, c'est vrai que globalement, il faut quand même dire que la sécurité, on a réussi à faire beaucoup de choses, à bien progresser. Mais je vais juste citer 2 raisons, à mon avis. La première, c'est que la manière dont on sécurise les systèmes actuellement, c'est de rajouter des patchs, rajouter des mitigations, rajouter des solutions de contournement, essayer de rendre les attaques de plus en plus difficiles à réaliser, mais sans corriger les bases, qui sont des bases relativement friables, qui sont des systèmes qui ont des centaines de millions, voire des milliards de lignes de code, comme Linux ou Windows, et qui sont écrits en C, en C++, qui ont un certain design. Et finalement, tout ça, c'est des designs d'il y a plus de 30 ans, parfois, et qui n'intègrent pas, ne permettent pas de la sécurité un peu par défaut. Et la deuxième raison, c'est que les systèmes évoluent. Donc les systèmes évoluent, et c'est bien, ça veut dire que ça vit, mais si ça évolue, ça veut dire qu'on rajoute des fonctionnalités, on rajoute des features, ça veut dire aussi qu'il y a des nouveaux développeurs qui arrivent, qui ne sont peut-être pas formés à la sécurité, qui ont peut-être un mindset de créateur, mais pas forcément de sécuriste, et qui vont créer des choses. Et créer des choses avec peut-être, en répétant l'histoire sur les failles finalement qu'il y avait avant. Donc qui vont refaire des bugs qui sont connus en fait. Donc la question c'est finalement, est-ce qu'on peut empêcher ça? Est-ce qu'on peut s'assurer qu'un nouveau développeur qui arrive et qui veut programmer une application, un système, puisse le faire de manière sécurisée? Donc je me suis dit, pour ma keynote, je vais leur montrer peut-être, je vais essayer de chercher si on peut avoir une sécurité comme ça un peu par défaut, un framework dans lequel on puisse placer les développeurs pour sécuriser les choses de base. Et donc, je vous propose d'entrer dans une petite quête pour voir si on pourrait avoir la sécurité à 100%, même si l'adage, bien sûr, dit que c'est pas possible. Mais est-ce qu'on peut trouver quand même une piste? Alors, un petit poll pour l'audience. La sécurité à 100%, ok, mais pourquoi faire? Donc, ma question est simple, elle s'adresse à vous. Est-ce que vous pensez qu'avoir une sécurité à 100%, c'est plutôt une bonne chose pour la société ou plutôt une mauvaise chose? Donc, voilà, c'est une question pour vous et je vous demanderai juste de ne pas répondre par rapport à votre envie personnelle de hacker les systèmes et donc de vous dire que finalement, vous n'allez pas vous amuser si c'est complètement sécurisé, mais de vous dire, ok, bon, je prends sur moi, tant pis. Si c'était sécurisé à 100%, ce serait plutôt bien, plutôt pas bien. Donc, je demanderai à tous ceux qui pensent que c'est plutôt bien de lever la main. Ok, donc je ne vais pas compter, je vais faire au feeling. Ok, merci. Baissez la main. Tous ceux qui pensent que c'est plutôt pas bien. Je dirais une très légère majorité sur le pas bien. Donc c'est à peu près équivalent, peut-être une très légère majorité sur le pas bien. Ok, c'est intéressant. Alors je vous propose quand même d'essayer d'explorer cette voie.
la première piste que j'ai explorée, c'est la blockchain. Donc la blockchain, pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont des cryptographes et qui se sont dit comment on peut designer un système qui soit sécurisé par défaut. Donc par défaut, c'est exactement ce que je cherche. Donc on va mettre de la crypto et on va s'assurer finalement que ce qu'on peut faire, les échanges, les transactions qui peuvent se passer sur la blockchain vont être sécurisées. Et puis il y a des gens qui ont une idée intéressante, par exemple les gens d'Ethereum, qui se sont dit on va permettre d'exécuter des programmes arbitraires, donc mettre une sorte de machine de Turing via une machine virtuelle dans la blockchain. Donc dans le système de blockchain, on va exécuter ce qu'ils appellent des smart contracts. Donc ça c'est génial parce que je me suis dit je vais pouvoir parler de ça. Parce qu'en fait, ça va sécuriser. Si finalement on met le développeur donc, de smart contract dans un environnement comme ça, complètement blindé, et blindé de manière mathématique, ce sera sécurisé par défaut. Donc ce sera bien. Du coup, je me suis intéressé à Ethereum. Et j'ai regardé leur white paper, qui est en fait un yellow paper, parce qu'il est sur fond jaune, ils appellent ça le yellow paper. Ça date de 2014, c'est assez récent. Et il est gros, hein, il y a pas mal de pages, mais il y a une petite ligne à un endroit. Et là, je me suis dit non, c'est mort, je ne vais pas pouvoir faire ça à ma keynote. Dommage. Donc, toute l'arithmétique est modulo 2 puissance 256, à moins qu'il soit indiqué différemment. Donc, que veut dire cette petite ligne? Pour ceux qui savent, bon, ça veut dire qu'à un moment donné, il existe un chiffre, un nombre. Si on ajoute 1, il passe à 0. Et inversement, s'il est à 0 et qu'on enlève moins 1, et là, c'est pour ça que j'ai mis la petite référence à Supreme IoT ici, hein, qui est un smart contract vulnérable. Si on enlève moins 1, ça passe à un nombre très grand. Donc ça, c'est pas du tout intuitif pour un développeur. C'est super intuitif pour un cryptographe. C'est super intuitif pour un développeur bas niveau qui sait comment sont encodées les données dans le système et qui sait qu'effectivement, un nombre, au bout d'un moment, il va devoir boucler parce qu'il est encodé sur un certain nombre de bits. Mais pour un développeur qui veut créer quelque chose, fournir un service, c'est pas du tout intuitif. Un autre exemple pas du tout intuitif, c'est SDIV, division signée. Donc la ligne du milieu de SDIV indique que s'il y a un certain nombre, moins 2 puissance 255, si on le divise par moins 1, il reste négatif, il reste égal à lui-même. Donc en gros, vous avez encore un truc pas du tout intuitif qui dit qu'un nombre négatif divisé par moins 1 reste négatif. Donc, ok, c'est pas du tout intuitif, donc c'est compliqué pour les développeurs. Ils ont fait une liste, d'ailleurs, les gens d'Ethereum, de toutes les overflows, underflows, etc. qu'il y avait dans la machine virtuelle. Donc voilà la liste. Donc c'est assez monstrueux. Et puis, des gens ont émis un avis là-dessus. Et leur avis, certains en tout cas, c'est ça. C'est quand vous écrivez du code critique, chaque opération arithmétique est potentiellement catastrophique. Donc, les développeurs de smart contracts devraient penser moins comme des développeurs web et plus comme des ingénieurs de l'aérospatiale. Donc c'est un point de vue, je respecte ce point de vue. Néanmoins, on ne peut pas demander aux tout venants, aux développeurs lambda, entre guillemets, de penser, même à moi, quand on développe, on pense à créer, on ne pense pas comme à créer une fusée, quoi. Voilà. Donc c'est cuit. Et alors les gens d'Ethereum en sont relativement conscients. Hein. Ils en sont conscients pourquoi? Parce qu'il y a eu plein d'attaques. Hein. Il y a eu plein d'ICO qui ont été piratés. Je crois que 7% de l'argent des ICO des 2 dernières années a été détourné. En moyenne, il y a 5 failles par smart contract. Enfin voilà, ça a été extrêmement utilisé. Et donc ils ont cet issue, mais qui est toujours open, hein, pour essayer de fournir à la compilation des warnings. Voilà, on n'est pas encore à par design empêcher les integer overflow. Pourtant, ce serait possible hein, d'empêcher ça hein, par design. Bon, du coup, j'étais un peu cuit et je me suis dit, quel serait le Graal du coup? Est-ce qu'il existe un Graal de la sécurité? Est-ce qu'on va pouvoir trouver cette sécurité à 100% d'une autre manière? Donc j'ai oublié la blockchain et je me suis dit, dans ma keynote, je vais parler de la preuve mathématique. Donc ça, c'est un peu le sacro-saint objectif de la sécurité, puisque si vous arrivez à prouver un système, donc il faut créer des spécifications, et il faut prouver ces spécifications, il faut prouver le modèle, vous êtes sûr qu'il fonctionne correctement. Et donc la sécurité à 100%, c'est gagné.
Sauf que, en creusant un peu ça, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques soucis. Euh, Déjà, de base, mathématiquement, il y a des problèmes, hein. La décidabilité, ça nous dit qu'on ne peut pas avoir un programme qui va analyser d'autres programmes et qui va pouvoir, dans le cas général, vous donner des informations sur des propriétés de ce programme. C'est un peu compliqué, mais en gros, ça veut dire que si vous faites un analyseur qui va essayer de définir si un programme est sécurisé ou pas, par exemple, dans le cas général, il n'est pas sûr de fonctionner. Donc on va devoir se limiter à un sous-ensemble de programmes peut-être. L'autre problème, c'est la complexité. La complexité, c'est la combinatoire finalement. Parfois, il faut tester différents cas. Et quand on teste différents cas, il faut tous les tester. Donc il faut une grande parallélisation ou alors les tester de manière séquentielle. Et ça explose avec une complexité exponentielle, voire factorielle. Et peut-être que dans certains cas, si on veut tester toutes les possibilités, il faut plus d'atomes, plus de temps que l'âge de l'univers, etc. Donc ça, c'est très utile pour la cryptographie, hein. On est capable de chiffrer des choses et c'est très complexe finalement d'analyser ça. Mais pour l'analyse d'un comportement d'un programme, pour repérer si un programme est un malware ou quoi, ça va être compliqué. Et puis la computational irreducibility, ça c'est un concept de Wolfram euh, que je vais vous présenter rapidement par là. Donc ça c'est un automate cellulaire, c'est la règle 30 de Wolfram. Donc les règles sont indiquées en haut et puis chaque ligne c'est une étape de l'automate cellulaire. Donc c'est un peu le jeu de la vie pour ceux qui connaissent. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on simule le programme au début, il est assez simple, il a l'air relativement régulier. Donc on sent que on peut peut-être abstraire quelque chose de ça et dire par exemple à la ligne 10 000, voilà l'état que va prendre le programme. Pourquoi ce serait intéressant de pouvoir dire ça? Parce que ça nous évite d'avoir à simuler le programme jusqu'à la ligne 10 000, ce qui va prendre beaucoup de temps. Le problème, c'est que finalement, même si les règles de cet automate cellulaire sont très simples, ce qu'on se rend compte quand on déroule finalement les calculs, c'est que donc, sur toute la partie gauche, ça a l'air assez régulier. On a l'air de pouvoir prédire et pouvoir créer une fonction qui dit à la ligne 10 000, voilà ce qu'il y aura à gauche. Par contre, sur toute la droite, on voit qu'il y a une structure, il y a une sorte de régularité, mais en même temps, il y a de la stochasticité, de l'aléatoire. Et en fait, on ne va pas pouvoir le prédire, on ne va pas pouvoir réduire ce calcul, pourtant très simple. Pour savoir ce qu'il fait, on va être obligé de le simuler, de l'exécuter. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir du mal à se débarrasser dans nos analyses mathématiques de situations complexes qui vont prendre énormément de temps de calcul et qui seront peut-être irréalisables. Alors en pratique, il y a encore d'autres problèmes. Les spécifications déjà. Donc c'est quoi des spécifications? Parce que finalement, pour savoir si on est sécurisé, il faut savoir par rapport à quoi. Donc souvent elles n'existent pas, donc il faut les créer, mais est-ce qu'elles couvrent les besoins? Est-ce qu'elles sont prouvées? La confiance. Donc ça fait très longtemps qu'on sait que c'est pas sûr qu'on puisse avoir confiance, donc il faut prouver notre prouveur, parce qu'il peut être backdooré, prouver le compilateur, prouver toute la chaîne, prouver l'environnement d'exécution, le réseau, le serveur, tout prouver quoi. Et prouver aussi l'implémentation de tout ça. Donc on peut prouver un modèle, mais si l'implémentation finalement a des petites différences par rapport au modèle, on ne va rien pouvoir faire. Donc, et même si elle est prouvée, est-ce qu'elle est immutable? Quelqu'un l'a peut-être modifiée, hein. Les interactions avec l'environnement sont également un vrai souci. Est-ce qu'on a intégré dans le modèle, qu'on veut prouver mathématiquement, les interactions de l'environnement? Donc il y a des humains qui vont faire des choses. Il y a d'autres systèmes avec lesquels on communique, il y a des API, il y a d'autres processus qui tournent sur la même machine, etc. Tout ça interagit et si on prend le système au plus large niveau, il faut tenir compte de tout, de l'environnement physique, de la température, des rayons cosmiques qui vont peut-être arriver, des choses comme ça. Et comment on peut prouver ça mathématiquement? Ça va être assez compliqué. Les Word Machines, donc c'est un concept qui a été un peu popularisé récemment par Alvar Fleck. C'est le fait finalement qu'un système peut se comporter d'une manière qui n'est pas prévue dans son modèle. Et puis tout ça, comme je l'avais dit tout à l'heure, évolue dans le temps. Et à chaque fois qu'on change un bit d'un programme, toute la preuve est à refaire. Donc ça, c'est quand même un souci. Et enfin, le dernier souci, c'est le changement de paradigme. On peut avoir tout prouvé, mais on a peut-être oublié quelque chose. Et comment on peut prouver qu'on n'a rien oublié? On ne peut pas prouver qu'on n'a rien oublié. En tout cas, ça va être compliqué.
Et donc, il y a des choses qu'on sait pas prouver. Et là, c'en est un exemple. Est-ce qu'on aura pensé, par exemple, quand un streamer stream sur Twitch, quand un présentateur fait une presse, quand quelqu'un utilise son ordi, que il va peut-être, un hacker a peut-être essayé de réinitialiser son compte et que ça va peut-être apparaître à la vue de tous, par exemple, le code. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de changement de paradigme. Il y en a plein d'autres, j'ai parlé des rayons cosmiques, mais Rohammer qui permet de flipper un build, les attaques de cache, Spectre, Meldon, etc. J'avais également trouvé en 2005 des attaques où on pouvait se recouvrir le stack et le heap d'un processus. Tout ça, un programme qui est super sécurisé, qui est prouvé. S'il n'a pas pris en compte que potentiellement dans son modèle, les invariants du modèle pouvaient être, certains invariants n'étaient peut-être pas vérifiés, comme le stack et les heap qui se recouvrent, et ben c'est la catastrophe et ça ouvre des failles de sécurité. Alors il y en a quand même qui ont essayé, voilà. Donc ça c'est un exemple, DeepSpec, des universitaires qui ont déjà créé leur plan d'action. Donc ça c'est leur plan d'action sur comment on va tout prouver, du compilateur, du processeur, jusqu'à l'application, jusqu'à la base SQL, etc. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça va être dur, hein. Ça va être dur. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Du coup, voilà, j'étais ennuyé pour mes keynotes et puis là je me suis dit, mais en fait, Gaël, tu travailles maintenant dans l'intelligence artificielle. Tadam! Donc ça, c'est la solution en fait. C'est l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est la solution? Parce que l'intelligence artificielle, et notamment les réseaux de neurones, euh, maintenant, n'ont plus à simuler l'ensemble du programme ou à analyser tous les cas possibles ou à rentrer dans des calculs complexes. Ils vont faire du coup un changement de paradigme. Ils vont travailler différemment. Ils vont essayer de repérer des corrélations que les humains n'auraient pas repérées dans une masse de données et le faire de manière hiérarchique. C'est-à-dire qu'on peut créer des features, on peut corréler des choses et puis derrière, on peut faire des corrélations sur ces corrélations, puis des corrélations sur ces corrélations, etc. Et donc, par exemple, si je prends l'exemple du temps qu'il fait, hein, du Weaver, euh, on a des supercalculateurs très performants qui font des calculs avec des teraflops, etc., d'opérations pour simuler le comportement de l'atmosphère. Et maintenant, on est en train de mettre en place finalement des outils aussi d'IA, de machine learning, qui, en ayant besoin de beaucoup moins de calculs, vont repérer des interactions et savoir que, par exemple, s'il y a un nuage là, une masse ici, une température comme ça, eh ben, il y aura une bonne probabilité qu'il pleuve à tel endroit. Et donc, c'est cool. Donc, ça s'applique, par exemple, sur un réseau. On va avoir du mal à prouver en entreprise toutes les interactions entre utilisateurs, serveurs, les échanges de mails. Enfin, tout ça, mathématiquement, ça va être super compliqué. Par contre, avec de l'IA, vous allez pouvoir repérer les outliers, vous pouvoir repérer des choses qui sortent de l'ordinaire et le remonter. Donc finalement, je me suis dit, peut-être la solution, c'est pas de designer un système parfait, un framework dans lequel le développeur puisse se mettre, mais peut-être de lui fournir de l'IA qui va permettre de repérer les déviations. Et puis j'ai un peu déchanté. Donc ça, ce sont des exemples de ce que fait l'IA. Donc là où l'IA est très bonne actuellement, c'est sur la reconnaissance visuelle. Mais il y a ce on appelle des exemples adversariaux. Donc par exemple, en haut à gauche, l'IA voit très bien que c'est un fusil qui est manipulé là par les doigts. En haut à droite, c'est un ordinateur qui se balade sur un petit muret. En bas à gauche, le panneau avec écrit STOP, c'est une limitation de vitesse à 45 km/h. Donc en fait, on peut y aller, hein, c'est bon. Par contre, le panneau KFC, c'est un stop. Là, la voiture autonome, elle s'arrête, elle pile, quoi, si elle arrive sur le panneau KFC. Ça marche aussi, voilà, au milieu, il y a le sticker grille-pain. Vous mettez ça sur n'importe quel objet, il devient grille-pain. Ça marche aussi sur l'audio. Vous pouvez avoir une onde audio qui est pratiquement similaire, donc qui dit la même chose, quelque chose de tout à fait inoffensif, et vous vous retrouvez avec une tonne de papier de toilette commandé sur Alexa. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, l'IA ne va pas se baser sur les mêmes informations, les mêmes sources, elle ne va pas repérer les mêmes corrélations que le cerveau humain. Donc pour nous, on voit un chat, l'IA voit un ordinateur. On voit une tortue, elle voit un fusil. Euh,
Donc la solution, parce que j'essaie toujours de trouver des solutions, je n'ai pas perdu espoir. La solution, ce serait peut-être finalement de faire en sorte que l'IA fonctionne comme le cerveau humain, que l'IA arrive à trouver finalement les mêmes corrélations que nous. Comme ça, on serait synchronisé. Donc là, je me suis dit, mais attends, Gaël, si ça se trouve, le cerveau humain, il est vulnérable aussi. Et donc, j'ai effectivement trouvé ça. Donc ça, c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si ça rend depuis loin. Est-ce que vous trouvez que les lignes bleues horizontales sont parallèles ou est-ce qu'elles ont des angles différents? Qui voit des angles différents? Ok, donc ça marche. Donc en fait, elles sont parallèles. Donc ça paraît fou. Elles sont parallèles et un moyen de le voir, c'est de flouter l'image. Donc si je floute un peu l'image, elles sont un peu moins angulaires. Et si je floute encore plus, elles sont parallèles. J'ai rien changé à l'angle, hein, si je refais. Voilà, hop, hop, hop. Donc le cerveau, il n'est pas si ouf que ça. Et on a trouvé en fait 188 biais cognitifs dans le cerveau actuellement. Donc là, je me suis dit, Gaël, c'est mort. Pas de keynote. C'est pour ça que j'ai mis ceci n'est pas une keynote au début. Ça ne va pas être possible. Donc, en fait, rien n'est sécurisé, rien n'est prévisible. Voilà. Donc, c'est un peu la conclusion que j'ai eue. On est cuit, quoi. Mais alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Avant de se poser la question et de revenir à cette question-là, je voudrais noter quelque chose. Dans la vie, en fait, tout est calcul. Et si tout est calcul, quelque part, tout est programme aussi. Donc ça, ce sont des exemples de structures biologiques qui implémentent des calculs. Donc en haut à gauche, c'est une sorte de chou-fleur, je ne sais pas, qui implémente un peu des fractales et le nombre d'or. Et puis les coquillages qu'on voit là, vous vous souvenez de l'automate cellulaire avec la règle 30 que je vous ai montré? Eh bien, il existe des structures biologiques qui implémentent cet automate. Donc c'est assez marrant. Et si on va plus loin, on se rend compte que tout est interaction, donc tout est calcul. Donc tout ce qu'il y a dans la vie, à tous les niveaux, que ce soit au niveau du cosmos, de l'univers, que ce soit au niveau de la mécanique quantique, que ce soit au niveau du cerveau, des protéines, au niveau des réseaux sociaux, dans les interactions entre les gens, les racines des arbres, les arbres communiquent. Tout ça, ce sont des interactions. Et ces interactions calculent des choses. Et ces calculs atteignent un seuil de complexité qui finalement n'est pas très élevé, mais qui, en itérant le calcul, génère des choses qui ne sont pas prévisibles, donc pas sécurisées finalement. Voilà. Donc après, mon point de vue personnel sur la sécurité à 100%, c'est la suivante. C'est qu'en fait, si on sécurise tout, on fiche tout. Parce que par définition, à partir du moment où on commence à faire évoluer un système, on va ouvrir des interactions. Il faut quand même un peu de temps pour être sûr que le système fonctionne bien. Et il faut pouvoir tout couvrir. Donc en fait, ce n'est pas un peu de temps, c'est un temps quasiment infini pour s'assurer qu'un système physique, biologique, programmatique, humain fonctionne parfaitement. Donc en fait, il y aura toujours des interactions qui ne seront pas prévues. Il y aura toujours des choses qu'on ne va pas pouvoir imaginer, mais qui vont être possibles. Et en fait, c'est là où se passe la créativité. C'est dans ces espaces qu'on peut apporter quelque chose. Et c'est un peu, à mon sens, le rôle du hacker. Le rôle du hacker, ça va être de trouver ces interactions-là, de sortir un peu de la règle, sortir de ce qui est prévu par le système pour générer de l'innovation et des choses intéressantes. Si tout était sécurisé, finalement, tout serait donc prévisible. Et si tout est prévisible, on n'aurait pas la pénicilline, le caoutchouc, le four à micro-ondes, enfin plein de choses très utiles qui ont été en fait découvertes par hasard, par des interactions. Par exemple, la pénicilline, voilà, on connaît tous l'histoire. Il a posé son petit verre, et puis il y avait son voisin de paillasse qui faisait une expérience sur la pénicilline, lui il faisait une expérience sur les Fleming, sur des staphylocoques. Et puis ils sont un peu foirés. Il y a eu une interaction en fait entre la pénicilline qu'il y avait à gauche et la staphylocoque à droite. Et là, il s'est rendu compte que ça tuait les staphylocoques. Voilà, ce type d'interaction non prévue, c'est ça qui fait avancer la science et c'est ça qui fait avancer le monde. Donc en conclusion, Hack the Planet, c'est pour ça que vous êtes là.
j'espère. Je dis planète parce que finalement tout est calcul, donc c'est pas juste avec les systèmes, avec l'informatique, mais c'est avec tout, euh, avec la physique, avec la biologie. Et dans hack, j'entends apporter quelque chose d'intéressant, apporter une individualité, apporter un état d'esprit hacker, parce que c'est cet état d'esprit de chercher finalement les comportements différents qui va apporter quelque chose au monde et à la société. Et ça, c'est possible justement parce qu'on ne peut pas tout sécuriser. Donc voilà, ça conclut mon talk. Je vous remercie beaucoup. Donc je vous invite à participer au Bug Bounty qui va nous être présenté maintenant. Et attendez, attendez. Et au Wargame, histoire de hacker un petit peu. Et je vous donne rendez-vous à 14 h pour la surprise du chef. Merci. Là, vous pouvez applaudir. Merci beaucoup pour cette keynote, très intéressant. Ça montre, je pense, ça fait une très bonne ouverture sur ce que vous allez avoir un petit peu aujourd'hui. Vous allez avoir des sujets crypto, vous allez avoir des sujets système, vous allez avoir aussi des sujets un petit peu novateurs. C'est vrai qu'en 15 ans, il y a pas mal de choses qui ont changé. Quand tu posais la question de qu'est-ce qui a changé, puisqu'on a créé la nuit du hack ensemble avec Polo, Extreme Blue et d'autres aussi. Et qu'est-ce qui a changé en 15 ans? C'est notamment le fait qu'aujourd'hui, on est à la Cité des Sciences quand on a commencé à l'époque dans un cybercafé, surveillé par la police qui ne savait pas trop ce qu'on faisait, presque à se faire arrêter pour certains. Et donc, on a beaucoup évolué en termes de mentalité. Aujourd'hui, la sécurité informatique, le hacking, c'est devenu une expertise reconnue d'intelligence et non plus seulement la compétence d'un truand et d'un criminel. Des journalistes, moi, s'étaient tournés vers moi en me disant « Mais monsieur, pourquoi est-ce que vous enseignez le hacking? N'avez-vous pas honte d'enseigner aux gens comment pirater ?» Je leur explique « Attendez, excusez-moi, mais si les gens ne comprennent pas ce qu'est un virus, comment vont-ils faire pour choisir un antivirus cohérent? N'importe qui va vous vendre n'importe quoi, vous êtes une victime des systèmes marketing, vous ne savez même pas ce que vous achetez ni pourquoi vous l'achetez. » Donc ce qu'on fait depuis le début, c'est de l'éducation, c'est d'apprendre aux gens à bien comprendre les phénomènes techniques, que ce soit par curiosité, donc on peut survoler le sujet, on peut rentrer en profondeur dedans. Et je voulais partager avec toi une petite recherche que j'avais effectuée. Je ne sais pas si tu connais le pigeonhole principle en compression, le principe du trou de pigeon. En compression, en fait, on dit qu'il y a un moment donné où la donnée, vous ne pourrez plus la compresser. Une donnée notamment aléatoire, alors vous pourrez toujours trouver un petit algorithme qui va la réduire, mais à un moment donné, il y a un moment donné où l'état de la donnée est tellement aléatoire que vous ne pouvez plus compresser la donnée. Et c'est assez frustrant. Et moi, je cherchais à contourner ce principe de pigeonhole principle, alors que les mathématiciens disent que c'est impossible à faire et que tous ceux qui ont essayé sont juste des fous dans leur tête en fait. C'est vrai qu'il y en a qui ont dit oui, j'ai trouvé l'algorithme qui permet de compresser 1 kilooctet sur 2 bits. Bon, il ne faut pas longtemps pour comprendre qu'il y a un problème. Si vous connaissez les checksums, vous savez qu'un checksum ne vous permet pas de retrouver la donnée originale à moins de tester toutes les combinaisons. Et encore, vous avez des collisions. Donc en fait, il y a une infinité de bonnes combinaisons pour un même checksum. Et bien pourtant, j'ai réussi à trouver le moyen de compresser de la donnée et de l'envoyer sur le réseau, de la donnée parfaitement aléatoire qui normalement aurait dû être incompressible. Merci. Et comment est-ce que j'ai fait? Alors, je n'ai pas violé le principe de la loi mathématique. D'accord? Je ne suis pas en train de vous dire ça. Ce que j'ai fait simplement, c'est que entre ce que dit une théorie mathématique et son applicabilité dans le monde réel, il y a des différences et des choses qui, dans la technique, peuvent nous aider en fait à contourner ces problèmes mathématiques. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je suis parti du principe que l'information qui est donc du binaire, des 1 et des 0, plutôt que de l'envoyer sous forme de signal sur le réseau, je vais utiliser le temps dans mon algorithme pour marquer en fait ces 1 et ces 0. Donc plutôt que d'envoyer 1 et 0, je vais envoyer 1 et je vais attendre. Donc si vous êtes sur un réseau où le lag est imprédictible, ça ne marche pas. Si vous êtes sur un réseau où le lag est parfaitement constant, c'est-à-dire sur un réseau par exemple en fibre optique, sans routeur intermédiaire, etc., et bien là, vous allez pouvoir faire ça. Et vous allez pouvoir dire, bah, mon 0, en fait, ça vaut une demi-seconde, le 1 vaut une seconde, etc. Et en faisant ça, vous créez un système binaire, vous passez à un système ternaire, 0, 1 et une variable de temps, et en utilisant les algorithmes adéquats, on peut, et en faisant rebondir l'information plusieurs fois, réduire n'importe quelle information aléatoire sur jusqu'à 2 bits. C'est pas impressionnant. J'ai publié l'article à l'époque anonymement sur un forum de cryptographie et aucun... Bon, j'ai eu des retours, bien sûr. Ah oui, mais tu passes sur un système ternaire, etc. Mais la réalité, c'est que ça marche. Voilà. Donc, en pratique, avec les technologies, il faut savoir penser
un peu out of the box, donc je n'ai pas violé la loi mathématique. Par contre, j'ai réussi à trouver d'autres moyens de faire en sorte que, malgré tout, en termes, si on doit compter le nombre de kilobits que j'ai envoyé, eh bien oui, j'ai réussi à envoyer moins en compression qu'une donnée aléatoire, et avec ce qu'on appelle une lossless compression, c'est-à-dire que je restaure la donnée avec une garantie à 100% qu'on a la donnée originale. Voilà, donc c'est juste ce genre de petites choses, quand tu parlais d'équations mathématiques, qu'il faut retenir aussi. C'est important de bien maîtriser les mathématiques, c'est aussi important d'avoir une intuition de la technique, des outils avec lesquels on travaille. Et en fait, ces outils peuvent vous permettre de contourner des lois qui, pour le coup, paraissent inviolables. Voilà. C'était simplement ma petite note. Puisqu'on est passé en mode débat. Donc, merci beaucoup pour cet exemple, cette remarque. C'est vachement bien. C'est effectivement un excellent exemple de OK, il y a une manière de faire classique, il y a des règles, et finalement, on va trouver autre chose, penser différemment pour apporter quelque chose d'intéressant. Voilà, donc je vais te remercier et puis dire que finalement, chacun de vous ici, chacun de nous, peut comme ça apporter sa pierre et trouver quelque chose de différent et d'intéressant. Et on est idéalement placé parce que, comme tu le dis, on a finalement la connaissance et on a cet état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit qui est l'état d'esprit du hacker. Et du hacker, j'ai envie de dire citoyen, dans le sens où on est un peu des individus, chacun, qui avons notre propre vision, notre propre manière de penser, nos propres inputs. Et on peut chacun apporter notre singularité, notre différence, trouver quelque chose. Et en moyenne, ça va donner des choses très intéressantes. Dans un monde où on en a besoin, voilà, je veux juste dire ça, parce que le grand public, quelque part, j'ai l'impression que la majorité des gens restent dans les clous, restent dans les règles, que voilà, on a nos données qui sont sur Facebook, sur Google, et toutes ces histoires de privacy, etc. Le grand public, globalement, est un peu à la merci de tout ça. Et il y a besoin d'avoir aussi des actions qui viennent de chacun pour faire un peu, entre guillemets, un contre-pouvoir citoyen, pour call bullshit, comme on dit quand on est bullshit, et puis inventer des nouvelles choses pour ne pas rester sur le statu quo de l'existant. Voilà. Merci beaucoup. Merci Gaël, on peut le applaudir. C'était très intéressant. On va